Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble la nouvelle mise à jour du jeu Age of Sigmar. Beaucoup de joueurs l'attendaient, moi également. Elle avait été repoussée 2-3 semaines, le temps de voir le reveal, blablabla. Beaucoup de joueurs portaient beaucoup d'espoir sur cette mise à jour. À l'exemple de 40K qui avait eu une quarantaine de pages de mise à jour, des index, des nouveaux trucs, des machins. On s'est dit que chez Age of Sigmar, on serait servi. Et ben, malheureusement, pas tant que ça. Nous allons regarder ensemble le déroulé des points, des modifications des règles et essayer de comprendre l'importance de ces dernières. Mais il est vrai qu'à première lecture, on s'attendait un peu plus. Certaines armées ont malheureusement été oubliées, un peu comme d'habitude. On croise les doigts pour que le manuel du général ne tarde pas trop, pour qu'on puisse tous recommencer à jouer. Il est vrai que pour tous les joueurs qui ont commencé à jouer à la V3, le système de scénario, de scoring avec les tactiques, les objectifs est similaire. Et du coup, on va dire que ça fait 4 ans qu'on s'amuse avec les mêmes choses. Les scénarios étant cette année le golden menu de tout ce qui a été fait depuis la V3, c'est vrai qu'on a déjà l'habitude de tous les jouer, donc il y a une grosse redondance. Hâte de mettre les mains dans le nouveau système qui semble très proche du système fer de lance, qui peut être une passerelle très intéressante pour passer de l'un à l'autre. Mais c'est parti, on plonge directement. Donc on commence avec City of Sigmar, vous voyez, il y a le petit picto update qui veut dire qu'il y a une modification sur l'armée. Principalement, nous avons en rouge un nerf de tout ce qui est, on va dire, surjoué dans l'armée, c'est-à-dire le prêtre, la sorcière noire, les riders, elfes noirs, et les combattants nains et elfes noirs. Pourquoi ? Parce que ces unités, je veux dire, bénéficient extrêmement bien de la construction, de la colonne vertébrale, des injonctions de l'armée, et ce qui leur permet de performer. On sent que l'éditeur veut nous amener à jouer plus d'humains. Les humains sont magnifiques, ils ont été refaits, mais c'est vrai que les règles peuvent laisser un petit peu de mou et ont besoin peut-être d'être voilà, on va dire plus d'expérience pour être joué correctement, on a besoin de plus de structure. On nous encourage dans ça. Est-ce que le tome de bataille, quand il va sortir, laissera les nains et les elfes noirs dans l'armée, ou est-ce que seulement on n'aura que des nouvelles unités avec des humains? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on vous encourage à jouer des humains. Le Battle Match sur Griffon à 260, je pense pas que ça change grand-chose. Par contre, le Free Guild Cavalier Marshal, 20 points, ça se prend, pourquoi pas. Sur Griffon, on s'en fout complètement. L'Ogre Major sur Ogre, 20 points, c'est bien, parce que c'est une pièce qui a été up dernièrement avec le plus d'un touche qui est très structurante, je trouve. La Pontifex, on n'en voit pas beaucoup, c'est plutôt dans certains builds, moins 30, c'est bien. Et Talia qui continue à prendre son petit up. Aujourd'hui, 280 points, je trouve qu'elle est très bien costée par rapport à son body et tout ce qu'elle apporte à l'armée. Donc c'est très encourageant. Et nous avons aussi 10 points sur les cavaliers. Donc les cavaliers, ça commence à être aujourd'hui à 150 points. Une plaie à sortir, hein. On parle quand même de 3 PV tête, en save à 3, souvent ward à 5, en fight last, donc difficile à tomber. Alors oui, c'est de l'humain, on comprend, ça tape pas très bien, mais avec un empilement de règles, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc à surveiller, à ce qu'on se retrouve pas avec des constructions un peu swarm, avec beaucoup de PV, beaucoup de ward, hein. Et nous avons aussi les Wildcorp Hunter qui perdent 10 points. L'unité est très intéressante dans la construction de liste. C'est vrai qu'elle peut être un peu chère pour ce qu'elle peut apporter. En tout cas, on va dire que ça va dans le bon sens pour les City of Sigmar. Alors, Doctor of Kane, bon, malheureusement pour tous les joueurs doc, il n'y a vraiment rien. On vous permet juste de prendre Eni, Daughter of Cain et du Covenant Matriarch, donc c'est deux petits héros à pied qui ne sont pas sorciers ni prêtres, donc finalement rien. Voilà, donc est-ce que l'armée a besoin de plus ? Bah oui, aujourd'hui je considère que l'armée Doc a besoin de plus pour pouvoir mieux fonctionner. Malheureusement, on est dans un gameplay qui est très très fermé et basé sur de l'empilement de buffs, et je suis pas sûr que ça soit ce que tous les joueurs Doc veulent jouer. Donc bon, on verra avec le nouveau manuel du général si des nouveautés arrivent à ce niveau-là. Fire Slayer. Alors, Fire Slayer, c'est très intéressant parce que l'armée, on va dire, a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans la V4, a reçu des baisses en points assez significatives pour lui permettre d'avoir assez d'unités sur table pour pouvoir jouer. Après plusieurs tests, je trouvais que l'armée prenait forme, on voyait des joueurs faire des bons résultats avec. Cependant, c'était toujours à géométrie variable. Et aujourd'hui, suite au dernier patch avec le fil sergent, les ajustements des points des autres armées,
on a vu certains, tournois américains, bien performer, certains joueurs bien performer à l'Amérique, avec ça et donc là, on a un gros nerf, en points. Donc ce sont juste des 10 points par-ci, 20 points par-là, mais le problème, c'est qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup d'unités, souvent elles étaient spam et donc vous pouvez vous retrouver avec un gros, gros delta. Assez surprenant la manière dont, Games peut taper sur les points à ce côté-là. Est-ce que l'armée va retrouver un deuxième souffle suite à ça ou est-ce qu'elle va vraiment disparaître, des tournois? Je suis, curieux, de voir ce que les gens vont pouvoir en faire. C'est vrai que nous avons quand même une baisse, d'un magma drought, donc est-ce qu'on va arriver sur quelque chose d'un peu plus équilibré? En tout cas, c'est un gros coup, sur les FS là et il n'y a pas énormément de joueurs FS et donc je pense qu'il y a un peu de frustration de ce côté-là. Alors, Eden Abdikim pour les points, bah, vous voyez Volturnos qui perd 20 points. On va encourager dans ce sens-là la construction de liste. Les requins qui perdent 20 points, qui ont du mal à trouver leur place actuellement dans le jeu. Et le Léviathan qui prend 10. Bon, principalement, ça n'a rien changé à votre manière de jouer, comment ça s'appelle, Eden King. Est-ce que le spam de requin va revenir? Je ne suis pas convaincu, donc à voir ce que les joueurs vont pouvoir en faire, mais pareil, c'est un petit coup de polish, mais rien de sensationnel. Alors, Caradron, pareil, on a les Gunhaulers qui perdent 20 points, l'Amiral 20 points et un up de 10 points de Brock. Donc, joueur Caradron, je pense, content de la direction que prend un peu le up à ce niveau-là, plus les quelques ups qu'ils avaient pris sur le moins un touche, blablabla. Bla, 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 bla. Ça reste une armée qui est difficile à piloter, difficile à lire, mais aujourd'hui, je pense que ça commence à prendre une vraie place dans la méta avec tous ces petits ups par-ci par-là, pour pouvoir, performer au mieux, donc c'est encourageant. Luminette, donc qu'est-ce qu'on voit principalement? Bah, que du vert. Alors c'est pas des baisses sur des profils qui sont extrêmement significatifs, je dirais, en état. Pourquoi? Parce que, bah, les Wind Chargers, la classe sous-faction qui est quand même très compliquée à mettre en place, on leur offre 10 points, donc ça va dans le bon sens. La Lumière d'Eltarion, pareil, ça va dans le bon sens. Sévirette, pareil, ça va dans le bon sens et Allen Lightner aussi, donc rien de très, très structurant. Peut-être que certaines listes peuvent, ajuster une unité pour en prendre une autre. En tout cas, suite aux nombreux nerfs qu'ont pu prendre Luminette, c'est toujours encourageant d'avoir un petit up de ce côté-là. Sérafon, bah, nous avons Croc qui prend 20 points. On sait que le buff qu'il a subi lui a permis de re-rentrer dans les listes et est vraiment très très structurant dans toutes les listes, donc c'est bien. Et vous avez le Carnosaur et la Gradon qui perdent 20 points. Je ne sais pas si ça va être très structurant pour l'armée. Par contre, le Stégadon, lui, qui commence à 180 points, il a pris 40 points, donc ça fait une grosse, grosse baisse en points. Est-ce qu'on va voir plus de Stégadon à la place des autres Bastiladons de corps à corps? Je ne sais pas. En tout cas, pareil. On va dire que ça monte d'un côté pour rééquilibrer un peu les listes, donc vous allez perdre les 20 points de croac principalement sur des petites unités qui vous permettaient de faire les tactiques, vous pouvez peut-être pas les rentrer ou en rentrer qu'une seule, pas les deux. Donc une petite réajustement, mais Croak reste aussi fort dans la structure de ses dégâts. Alors, Stormcast Eternal, donc on commence à, comment dire, le temps passe, le 1er juin arrive, et donc Games a décidé de faire quelques ajustements pour ça. Est-ce que ces ajustements sont pertinents? Je ne trouve pas. On va le voir sur la page d'après. En tout cas, sur la page des héros, nous avons le Sextant Prime qui perd 30 points. Très bien, je pense que le personnage est encore un peu trop cher actuellement. J'aurais bien aimé qu'il puisse charger à 3d6 comme tous les anges. Ça aurait été très pertinent dans son profil parce qu'aujourd'hui, pour un body de corps à corps, ça reste assez onéreux et compliqué à piloter car il reste très fragile. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens à ce niveau-là. Tout le reste des héros, oui, n'ont pas eu de modification. Sur la page 2, nous avons le Star Drake qui maintenant peut prendre Any Stormcast Eternal. Donc ça, c'est un très très gros up pour les joueurs Stormcast. Moi, je vous en parle en tant qu'expérience. Ça peut sembler anecdotique, mais vous avez par exemple les Long Strike qu'on aime bien aller chercher chez les Stormcast qui malheureusement sont dans la chambre du vent et donc il vous fallait prendre un personnage nommé ou un personnage du vent. Là, vous pouvez aller le chercher, donc c'est vraiment très très bien. Bastian qui perd 20 points, c'est très encourageant là aussi parce que je trouve que c'est une très belle figurine et un bon profil. Donc on va commencer à le revoir, je pense, un peu plus. Et l'Impératant qui perd 20 points là aussi, donc
on commence à avoir des personnages qui peuvent proposer une architecture structurant en Stormcast qui perdent en points. Le Véritant 10 points, le Vigilance sur Gryffstalker 20 points, donc là aussi je trouve ça très encourageant, c'est une unité qui permet de faire frapper 2 fois des unités de réclusion. Donc, est-ce qu'on le verra ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste intéressant sur la baisse en points à ce niveau-là. Iridan peut prendre maintenant Ennis Stormcast Éternel, normal, c'était un nommé, donc on aurait aimé ça plus tôt. Donc c'est très très bien, même s'il n'est prêtre que de niveau 1 et qu'elle a un body à chier, ça peut faciliter la construction de liste si vous avez besoin que d'un seul prêtre. Nive et Black Talon qui perdent 20 points, là aussi ça commence à faire vraiment un package qui est pas cher du tout, entre un sorcier, un body, on va dire, de Liberator 9 PV en save à 3 qui combat au tiers et un personnage à pied qui a pas mal de mobilité. Cependant, vous allez voir que la règle des chambres des Vanguard Hunter est modifiée sur ce patch-là. Vous avez toujours la possibilité de retreat charge, retreat tir, course et charge, course et tir. Cependant, c'est qu'une seule unité qui peut être affectée, un peu comme les Night Own. Donc, fini toute l'armée à course et charge, retreat, blablabla. Il faudra faire très attention si jamais vous construisez des listes principalement sur la chambre du vent. Personnellement, à part certaines listes, on va dire, de full spam de chocobo avec des long strikes qui pouvaient l'utiliser, euh, ce n'est pas non plus un énorme nerf parce que vous avez souvent une ou deux unités de la chambre du vent et donc il y en a une qui est engagée, elle va prendre retreat and tir et l'autre éventuellement retreat and charge, mais vous n'avez pas spécialement besoin des deux. Vous avez des outils comme la translocation des prêtres aussi qui peuvent vous permettre de sortir les unités. Donc voilà, c'est pas un gros nerf, mais ces 20 points sont bons à être pris. Et pareil, Tornus the Redeemer, qu'on ne voyait pas du tout. Là, le fait qu'il puisse prendre Any Stormcast Éternel peut vous ouvrir de la construction de liste. On commence à avoir des personnages qui sont vraiment pas chers, pour prendre voilà, ce que vous voulez. Donc je trouve ça vraiment bien. Et Indrasta qui perd 20 points. Là, moi j'aime beaucoup Indrasta, donc je trouve ça très très intéressant à ce niveau-là. Un bon up sur la construction de liste, pas sur la manière dont on joue, mais sur plutôt l'ouverture aux listes, que je trouve très pertinent, qui est très frustrante en V4 actuellement. Maintenant, sur les unités, nous avons les annihilateurs boucliers qui perdent 10 points et les annihilateurs grand marteau qui perdent 20 points. Donc pareil, on rentre sur une construction très intéressante. Nous avons des unités qui bougent de 4, mais avec le fil sergent, on peut passer à 6, qui arrive bien sûr du ciel. Je vous conseille fortement de jeter un œil à l'armée de renom des premiers fils qui vous permet de jouer que des annihilateurs et des personnages piétons, Bastian, Indrasta, le Prime, des prêtres, parce qu'en fait, vous avez la possibilité de faire FEP à 3 pouces des unités autour de Bastian, et donc vous pouvez faire FEP 6 annihilateurs grand marteau, et vu que vous avez que des annihilateurs dans l'armée, en fait, vous pouvez maintenant rentrer beaucoup plus d'annihilateurs, parce que les annihilateurs coûtent pas cher, et un petit peu plus d'annihilateurs grand marteau, donc jetez un œil à la construction d'armée, je pense que aujourd'hui, on risque de l'avoir. En équipe, ça peut apporter du jeu, et même en solo, je pense que ça peut vraiment construire quelque chose. Les premiers builds que j'avais fait moi étaient assez faibles en nombre d'unités sur table. Aujourd'hui, avec la succession de baisse de points à ce niveau-là, ça commence à être très très intéressant, donc jetez-y un œil. Ensuite, nous avons les prosécuteurs qui prennent 10 points. Faut pas que ça monte plus haut. C'est une unité que je trouve très très forte parce qu'elle charge à 3d6, elles peuvent prendre le décor de faction, se projeter, l'heure de gloire, attaque en règle, et puis vous mettez un bon alpha. 10 points, c'est ok tiers, faut pas que ça monte plus haut parce que l'unité risque de vite dépérir. Les Questor Soul, pareil, 20 points. Écoutez, je trouve l'unité est très bonne, autonome, donc ça se prend, c'est cool. Et là, moins 50 points sur les Sekitor, donc c'est ce que je vous disais un peu au début. C'est une unité qui part en légende. J'ai jamais compris à la lecture du War Scroll pourquoi elle était aussi chère. 120 points, c'est très très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vous déconseille fortement d'acheter des Sekitor, même si ça vaut rien sur Internet. Parce que le profil à 120 points est très très bon, il n'y a rien à dire. Ça tape vraiment plus fort que la globalité des unités que vous avez à autour de 100-110 points. Cependant, ces unités sont vouées à mourir. Je suis très triste que les Standard Guard restent à 320, j'aurais bien aimé 280, mais malheureusement, la prière n'a pas été entendue. Et les Hurricane Crossbow, ils passent de 200 à 110, ce qui s'entend complètement. Et les Vigileurs reprennent 10 points. Donc là, les Vigileurs, maintenant, on commence à arriver à 140 points. Ça fait une grosse fourchette pour le plus un touche qu'elles peuvent apporter. Donc, je ne sais pas si on va en voir tant que ça maintenant à réfléchir sur l'apport de cette unité. Alors, sur Sylvanette, rien de très structurant qui a été changé.
On vous reprécise, la taille des socles pour pas qu'il y ait de confusion et maintenant vous avez, les personnages nommés qui ont Any Sylvaneth et qui peuvent prendre un personnage piéton qui n'est pas sorcier donc principalement pas, grand-chose. Comme vous pouvez le voir, un arche revenant, ou un Trilord. Est-ce que le Trilord a besoin du Pride Beast? Je suis pas convaincu parce que c'est pas non plus une foule de guerre. Est-ce que le Sylvaneth avait des problèmes de construction d'armée? Pas des masses non plus, mais bon, on va dire que c'est un petit up qui aide, à la construction. Alors Beast of Chaos, vous savez que ça part au 1er juin, donc qu'est-ce qu'on a? On a principalement un nerf des Bestigors qui peut être full spam, et une baisse des dragons au gore pour vous inviter à en jouer plus, une up de gore qui pourrait être spam aussi, et le chaman aussi. Donc les listes, je pense, vont être modifiées de manière impactante parce que beaucoup de spam était présent, mais entre guillemets, bon, il reste plus beaucoup de temps avant que l'armée disparaisse. Donc si vous jouez Beast of Chaos, profitez-en malgré le nerf. Sinon, ne portez pas trop d'attention sur cette armée. Alors pour Korn, qu'est-ce que nous avons principalement? Vous voyez un peu de up, un peu de baisse. Donc sur les up, principalement Wrathmonger, Skull Reaper. Pourquoi? Parce que ce sont les seules unités qui octroient du dégât dans l'armée, donc qui sont principalement spam. Ça monte, c'est dommage. Les Bloodcrushers, donc ça c'est les démons de Korn sur Juggernaut qui baissent de 20 points, donc 160. Donc 160 points, ça commence à être intéressant. Le problème c'est que le profil est ni assez bon pour pouvoir tanker correctement parce que vous êtes en save à 4, et ni assez bon pour pouvoir frapper parce que vous avez 2 attaques tête. C'est vraiment faible. Je pense qu'il y a un problème de War Scroll sur cette unité, donc ça baisse, c'est top, mais je suis pas sûr que ça permette la construction, qu'on puisse en voir beaucoup plus à ce niveau-là. Les Blood Warriors qui prennent 10 points, et ensuite vous avez le Ritualiste 20 points, le Fury qui en prend 10, le Rage qui en perd 10. Dans l'idée, c'est pour qu'on soit à peu près au même niveau sur... Le Fury vous apporte beaucoup plus de mobilité sur la charge 3d6 sur les démons, mais le Rage tape un peu mieux. Bon. Par contre, ce qui est à noter, c'est que maintenant, tous les Blood Sorcerers peuvent prendre Any Blade of Corn. Donc ça vous facilite la construction de liste. Vous pouvez prendre des démons, des mortels, et vous pouvez prendre un petit héros à pied pour pouvoir faciliter. Pareil, le fil sergent, ces choses-là. Est-ce que... Voilà, je suis un peu mitigé sur l'équilibrage de Korn. Je sais pas si... On sait que le BT arrive bientôt, donc c'est un petit patch comme ça pour pouvoir rebalancer un peu tout ça, mais je pense que structurellement, l'armée a besoin d'une nouvelle colonne vertébrale, donc on va creuser les doigts pour que les BT à venir aient vraiment de la saveur. Alors, Dice Paladins, qu'est-ce que nous avons? 10 points sur le Changecaster, 10 points sur le Sangor, plus 10 sur le Changelin, les Screamers qui perdent 10 points, les Enlighters 10 points, donc pareil, on sent que c'est un petit rééquilibrage léger. Ils ne savent pas trop quoi faire avec l'armée sans que ça puisse devenir complètement excessif. Il y a eu un gros nerf qui a, je pense, bien rééquilibré l'armée. Donc là, ils y vont à tout légèrement, on va dire. On sent que c'est la fin de la saison et que le manuel du général va apporter des nouveautés. Et donc, on est vraiment saupoudré de sel, quoi. Chez Slaneige, donc, vous avez juste... voilà, Glutos peut prendre n'importe quelle unité de Slaneige, donc démon immortel et des héros à pied. Très intéressant pour le fil sergent. Sigval qui perd 20 points. Pareil, Sigval peut prendre n'importe quelle unité de Slaneige, donc ça facilite la construction d'armées. Après, le problème de Sigval, c'est que malheureusement, le profil n'est pas bon. Moi, je l'ai retesté beaucoup de fois dans de nombreuses situations, il me déçoit à chaque fois, donc c'est qu'il y a des raisons. Et Shalaxi, qui perd 30 points, donc ça va dans le bon sens. Shalaxi, c'est un bon personnage, sa capacité à faire frapper 2 fois est bien, mais c'est vrai qu'à 500 points, c'était un peu excessif. On aimerait que les 2 keepers, même le keeper secret, se rapprochent des 400, mais en tout cas, ça va dans le bon sens à ce niveau-là. Vous avez Blizzard Seeker qui prennent 10 points, honnêtement, je sais même pas pourquoi, je trouve qu'elle était vraiment mauvaise. Donc c'est une volonté à ce niveau-là de nerf le tir, on va dire, monter. C'est pas exceptionnel à ce niveau-là, quoi. Mais on va dire que c'est des légers up. Voilà, on va garder le sourire à ce niveau-là. Nurgle, alors Nurgle, là, on avait vu beaucoup de listes performer avec beaucoup d'humains, notamment en équipe, qui posaient des gros problèmes sur peu d'objectifs parce que c'est beaucoup de PV avec de la save à 3 et de la ward à 5. On voit que ça n'a pas bougé, hein. Les Black King restent à 190,
Les plus Eagle Blade Lord, eux, perdent 30 points. Les Beasts perdent 10 points. Rotigus, 30 points. Les Orgoth, 20 points. 10 points pour Lord of Plate. 20 points pour Lord of Fiction. Il n'y a que le Lord of Black qui prend 10 points. Donc, principalement que des baisses en points. Alors, est-ce que ce sont sur les unités structurantes? Non, c'est des unités, on a le sentiment où on veut vous pousser à tester d'autres choses. Donc, je pense pas que les constructions de Nurgle changent énormément, mais en tout cas, ces petites baisses de points peuvent vous permettre d'aller chercher une unité de tactique, quelque chose comme ça. Donc, positif pour Nurgle à ce niveau-là. Alors, Skaven. Donc, Skaven, c'est l'armée qui a fait un peu le yo-yo. Tout le monde en avait peur avant que ça sorte. Après, il y a eu des problèmes sur les profils, les ratlings, les machins. Bon, aujourd'hui, voilà, vous voyez que on a on veut faciliter la construction de listes à ce niveau-là en augmentant le nombre de héros qui peuvent rejoindre des héros et la construction de listes. Le Master Moodler qui perd 10 points, rien d'exceptionnel. Le Warlock Engineer, pourquoi pas. En tout cas, c'est intéressant d'avoir des héros à moins de 100 points. L'Abomination qui perd 20 points, donc les abos on n'en voit pas du tout, mais en armée de renonce c'est quand même balèze, et là à 220 points je pense qu'on peut quand même y réfléchir, mettre en Pride Beast, ça peut très très bien prendre ce bonus là, donc voilà, on essaye de permettre aux Skaven de jouer un peu de tout, ce qui est très bien. Les Raogres qui perdent 10 points, c'est top. Les Ratlings, mais qui sont pas celles de tiers, pas les Ratling Gun, mais l'autre modèle, perd 10 points pour pouvoir à ce qu'on fasse comprendre voilà, qu'il y a d'autres unités. Les Lightning Cannon, pareil, ça perd 10 points. Les Jedi, ça perd 10 points. Donc, on essaye de vous proposer plein d'autres solutions que le strict clan Ra avec des Ratling Gun, quoi. Donc, intéressant pour les Skaven. Des constructions de livres peuvent peut-être en être. J'ai pas assez d'expérience de retour pour ça à ce niveau-là. Ensuite, Slave to Darkness. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit du rouge sur quoi? Principalement ce qui était extrêmement joué, donc le Gaunt à pied, les Chaos Chosen ont 20 points, et les Varangward 10 points. Donc ça fait vraiment mal au cul sur ces unités-là. Ça fait beaucoup, beaucoup, parce que vous allez voir, il n'y a pas que ça après. On vous compense par on vous facilite la construction de listes sur certains personnages. Archaon perd 10 points, Abraxia perd 20 points, le Prince Démon 20. Bon, le Prince Démon, il pourrait en perdre plus, hein, ils sont vraiment légers à ce niveau-là. On a enfin un héros à 90 points qui commence à être intéressant, et le Myrmidon qui perd 20 points aussi. Donc c'est pas mal. Et on a aussi, pour suivre, vu que les démons de Khorne et de Tsinch ont perdu des points, les démons perdent des points dans la Légion du Premier Prince. Ok, heureusement qu'ils y ont pensé. Le Sphiranx qui perd 10 points. Franchement, le Sphiranx, c'est un bon monstre. Donc, je pense, me surprendrait pas qu'on en voit de plus en plus. Donc, l'armée, je pense, va commencer à être redesignée. On va plus jouer STD comme on pouvait jouer avant. On va sûrement avoir besoin d'aller chercher des nouvelles unités, faire des tests. Mais très, très intéressant, on va dire, dans les options qui peuvent nous être proposées. Par contre, arrêtez de taper sur les points, vraiment. Il y a un moment, on ne pourra plus rien rentrer. Si on veut jouer du body lourd, ça commence à être très très compliqué en STD, donc c'est frustrant. Vous verrez qu'en plus, la charge à 3d6 a changé sur la marque de Slanesh. Maintenant, c'est une charge à 3d6, mais vous gardez que les deux meilleurs, donc stat, c'est bon, c'est une très très bonne règle, mais beaucoup moins forte qu'avant. Alors, Fake, bon, qu'est-ce qu'on voit? Bah pareil, hein, qu'est-ce qui est joué? Morbeg Knight, c'est full spam, ça prend 20 points. Ushoran, ça fait le yo-yo, ça a beaucoup descendu, là ça remonte, c'est normal. Le Mars Croéral, pareil, on en voyait beaucoup. Et le Cardinal aussi. Les héros moins joués baissent en points, on va vous encourager à les jouer. Donc là, grosse... voilà, les listes, je pense, fake à base de full Morbeg Knight ont explosé, là, c'est obligatoire. Mais normal, c'était surjoué. L'armée conserve ses forces intrinsèques, c'est-à-dire beaucoup de repop, une armée qui est très fiable. Vous avez vite vos points de désillusion avec l'espèce d'action héroïque qu'ils ont recyclé. Voilà, l'armée est encore structurante, elle a encore ses points forts. Voilà, heureusement que ça a été nerf, parce que c'était quand même très oppressant dans beaucoup de situations, même si les joueurs fake ne le comprennent pas. Vous avez toujours la possibilité de remonter à la vie plusieurs unités, si vous le voulez, au même tour à votre phase de mouvement, ce que les autres armées ne peuvent pas le faire. Donc voilà, ça reste malgré tout une armée, je pense, qu'on va continuer à avoir sur table, et qui a quand même beaucoup de choses à proposer que juste un full Morbeg Knight. Alors, Nighttaunt, on facilite la construction de liste sur les deux Night of Shroud, et rien d'autre. Je pense que Nighttaunt a eu son heure de gloire. Games a un peu de mal
à structurer l'armée. Ça reste fort sous condition, mais aujourd'hui, ça peut avoir du mal à, on va dire, atteindre les objectifs que ça atteignait avant. Donc, à voir si le prochain manuel du général va pouvoir proposer un embellissement de Nighthaunt. On sait que l'armée va bénéficier d'un nouveau décor de faction rapidement et potentiellement le livre d'armée. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Alors, Ossiark, Ossiark, c'est toujours pareil, c'est la tristesse. Hein. Il y a tellement peu de War Scroll que le game sait pas quoi en foutre. Donc, le Gothizar qui perd 30 points, des petits héros qui perdent 10 points, Arcane qui en perd 20, Cavallo Zanctos, le nommé, perd 20 points. Mais est-ce que ça a changé les constructions de liste en Ossiark? Je ne crois pas. Ossiark a besoin de nouvelles unités, ça c'est sûr, il n'y a vraiment rien dans le BT. Les proches, voilà, c'est très dur, surtout sur une armée élite. Et deux, une rejouabilité, ça serait vraiment intéressant de pouvoir, quand on a peu de War Scroll, jouer plein de choses. Donc voilà, c'est encourageant, mais pareil, pas grand-chose. Alors, Soulblight, qu'est-ce qu'on a Radukar The Beast qui perd 30 points, très très intéressant, j'ai toujours trouvé le profil bien, mais c'était un chouille cher à 300 points. Le Vampire Lord à pied, 20 points. Les loups qui montent de 10, c'est normal, c'est full spammé, c'est débile. Le Varghese qui perd 10 points, c'est intéressant. Mais principalement pas de modification structurante parce que aujourd'hui on est mercredi et la préco c'est samedi et samedi on a toutes les règles et le BT a l'air de changer sur pas mal de points, des unités refaites, des nouvelles unités, des nouveaux héros, les endless spells, le décor de faction, tout ça. Donc je comprends que la modification en points soit vraiment faible parce que voilà, on sait que les nouveaux jouets arrivent, quoi. Alors, Bone Splitter, pareil, l'armée dégage en 1er juin 2025, donc aucune modification de ce côté-là. Donc, bon, voilà, hein, pas à perdre de temps dessus. Pour les Gloom, donc, les Gloom, c'est assez intéressant et c'est difficile à lire d'un côté, parce que Gloom, c'est beaucoup d'entrées, c'est beaucoup de synergie, et principalement, suite à la sortie de leur Battle Tome, la tome de bataille, les points avaient été réajustés. Aujourd'hui, nous avons un réajustement des points. Qu'est-ce qu'on note? Une baisse en points sur des unités qui ne sont pas jouées. Les trolls d'eau, les fanatiques, les shootas tabas et les sneaky snufflers avec d'autres fanatiques. Est-ce que cette baisse en points va ouvrir des listes à base de 700 shootas, ce genre de truc-là? Je suis pas sûr, vraiment pas, mais il faut faire attention, parce que si on continue à avoir des baisses en points sur ces unités, ça peut devenir un peu excessif. Cependant, ce sont du swarm de 1 mono PV, c'est pas facile à jouer, c'est un peu dégueulasse sur table quand vous avez une cloque et tout, donc je sais pas que c'est le gameplay qu'on préfère. En tout cas, il semble, je veux dire, pour Games Workshop, qu'il n'y ait pas de problème sur le cours au point des unités nouvelles, les catapultes, les chars, ces choses-là, parce qu'il n'y a rien qui bouge, rien qui monte. Est-ce que nous avons assez de recul pour parler de ça? Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, voilà, voir comment l'armée va fonctionner, pour pouvoir bien se rendre compte. En tout cas, vous savez aujourd'hui que jusqu'à juin, jusqu'au prochain manuel général, vous pouvez jouer parce que les points sont stables. Voilà. Iron Joe, on attendait peut-être une baisse en points ou une modification sur certaines choses parce que l'armée a quand même un peu de mal à pouvoir bien performer. Les listes qu'on voit qui jouent sont des listes à base de Mogunta, de Gougère, choses comme ça, avec Ragnos. C'est triste malheureusement de pas pouvoir jouer plus que ça. Alors l'armée a d'autres choses à proposer, mais les coups en points peuvent est un petit peu compliqué à tout avoir sur table et vous avez aucune récursion, pas de protection, donc il faut vraiment bien choisir. On va dire c'est une armée d'expérience, c'est pas pour des joueurs débutants. Je conseille pas Iron Joe. Donc qu'est-ce qu'on a? Tout simplement maintenant le Toss Boss comme Mogrota qui peut prendre Any Iron Joe et un Head Stompa, donc c'est un héros à pied pour pouvoir donner certains buffs. Donc voilà, c'est intéressant, mais c'est pas non plus exceptionnel. Chez KB, on a le Killer Boss Gnafstu qui perd du point, intéressant. On facilite la construction de listes avec certaines unités, pareil, c'est très bien. Mais une fois de plus, les joueurs KB auraient peut-être aimé des petites modifications en plus, soit sur des points, soit sur des règles. Ogre, alors Ogre, qu'est-ce qu'on avait? Dernièrement, beaucoup de vachettes sur table. Le Frost Lord sur Stonehorn prend 10 points, le Huskar prend 20 points, et le Stoner Beast Rider prennent 10 points. Les gloutons reperdent 10. On encourage un peu plus le mix et moins le spam d'un archétype. Et pareil, la facilitation
de la construction de liste. Donc on va voir ce que ça a donné Ogre, parce que finalement, le full piéton avait pas trop, quoi, suite au nerf, avait l'air de moins marcher. Le full mammouth avait l'air de reprendre un peu de place, de rejouer, poser des problèmes à la méta. Aujourd'hui, quand vous commencez à jouer 3, 4, 5, 6 vachettes, ça fait des points, donc on peut moins rentrer d'unités pour faire les tactiques, ces choses-là. Donc à voir comment les joueurs Ogre vont pouvoir, on va dire, valoriser au mieux ces nerfs et ces ups en points pour la fin de la saison. Sob, alors, c'est un petit peu compliqué, tout simplement parce qu'en fait, actuellement, Sob, ça jouait sur King Broad, un Gatebreaker, un War Stomper et 4 Man Crusher Gargant pour 2000 points. Donc aujourd'hui, les listes Sob, à cause des 20 points que prend Broad, vous passez à 2020. Donc les listes ne sont plus fonctionnelles et vous vous retrouvez à devoir bricoler. Et là, je trouve ça dommage d'avoir fait ce choix-là. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt mettre ces points supplémentaires peut-être sur autre chose que Broad? Broad est obligatoire actuellement en sub parce que c'est votre prêtre et c'est lui qui a le plus de points de vie et il vous apporte plein de choses. On le nerf à ce niveau-là, mais on baisse pas les autres. Donc, dans l'idée, ça servait à rien d'up Broad et de baisser les autres parce qu'on voulait rester à la même truc. Là, en up Broad, le problème, c'est que, en fait, est-ce que le Kraken Eater, c'est le sub qu'on a envie de jouer? Pas vraiment, donc ça va nous pousser à échanger le Gatebreaker contre un autre géant, mais les points sont largement suffisants pour pouvoir rentrer n'importe quel autre géant, donc ça n'a aucun intérêt. Et dans l'autre sens, si vous jouez pas, ou les gardez le Gatebreaker, vous pouvez plus prendre le War Stomper. Et donc c'est compliqué parce qu'en fait, en sub, le War Stomper a une spécialisation infanterie et le Gatebreaker crée les blessures mortelles que manque à l'armée. Et en fait, là, vous allez devoir faire un choix. Vous ne pourrez plus tout avoir et l'armée a reçu beaucoup de buffs dernièrement. Cependant, attention à ne pas vous retrouver dans le nerf qui fait que l'équilibre précaire sur lequel fonctionnait ne fonctionne plus. Donc on va voir ce que ça va donner, quelles vont être les listes. Est-ce qu'on va repasser finalement sur un 4 gros? Je ne pense pas. Peut-être que cette organisation de points est à destination du prochain GHB. Pourquoi? Parce qu'on a pu voir dans la proposition de Games Workshop que les scénarios seront maximum à 6 objectifs. Donc, on sait que Sob n'aime pas travailler sur beaucoup d'objectifs. Donc là, si principalement c'est du 2, 3, 4, 5, 6, peut-être que on a moins besoin de petits pour faire les tactiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Ensuite, nous avons une modification au point des régiments de renom. Je trouve ça très très intéressant, parce que les régiments de renom, personnellement, font partie complètement du jeu. Ils peuvent apporter des choses à la construction de liste. Ils avaient été, je trouve, très bien reçus par les joueurs. Cependant, les points de ces derniers, je le trouvais, pouvaient laisser à désirer. Donc, nous avons moins 20 points sur la construction avec le sub le Kraken Eater, parce qu'il a perdu 20 points chez les subs. Donc, il perd 20 points un peu de partout. Intéressant, 400 points pour rentrer, ça peut toujours donner quelques opportunités. Pensez à bien lire les règles des régiments de renom, parce que certains régiments de renom, en plus d'avoir le SOB qui est structurant, ont des avantages, comme des moins 1 touche ou des bonus d'attaque, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, nous avons 20 points sur le Mortek Guard Gothizar. Pourquoi? Parce que le Gothizar a baissé, donc ça baisse là, ça va dans le bon sens. Les Gunhaulers ont perdu des points, donc là aussi ça va dans le bon sens. Vous avez le Nurgling Gift qui lui est très intéressant, n'a pas baissé en points, donc ce qui veut dire que Games considère que l'outil est jouable en état. C'est un très bon outil, n'hésitez pas à vous en servir. Le Loon Boss qui perd des points, pareil, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Par contre, tu as de l'Everchosen là. Morgbeck Knight Courtier qui perd des points malgré que les Knights ont monté en points. Ça reste quand même assez intéressant pour 280 points. Le Man Crusher à pied tout seul, donc le petit sub, à savoir que quand il était sorti, un petit sub, ça valait 170, et du coup, il était à 180, le sub tout seul. Le petit étant passé à 130, il n'avait pas descendu à l'époque, donc aujourd'hui, 140 pour un petit sub, si vous avez des points, vous ne savez pas quoi foutre, n'hésitez pas à prendre ça, un petit sub, c'est toujours bien, ça fait 12 PV, ça bouge de 8, ça cogne de manière très aléatoire, mais c'est un OC de 10, donc pas mal pour faire les tactiques, tenir les objectifs, même si c'est très fragile. Pour faire les flancs, ça fonctionne bien, et en régiment de renom, vous pouvez vomir
faire des super charges, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc assez intéressant. Moi, j'aime bien cette unité-là, donc 40 points, c'est top. Ensuite, vous avez, bah, pareil, celle des Gossamer Archer qui baisse un peu, ça peut vous apporter de mobilité, pourquoi pas. Celle des nains qui baisse aussi, intéressant, mais je suis pas sûr que ça soit dans les règles, la plus jouée, et puis 470 points, ça fait beaucoup pour, un régiment de renom. Celle du Runelord et des nains, tout ça, elle baisse, alors que les personnages ont monté en points, donc est-ce qu'ils veulent, encourager? Je sais pas, c'est un peu suspect, on va dire, à ce niveau-là. 370 points pour les 2 Drake Stormcast, c'est pas mal du tout. Donc ça veut dire que s'ils baissent là, peut-être ça peut baisser chez Stormcast au prochain patch, attention. C'est pas mal hein, d'avoir quand même des Drake, vous avez un de chaque, un qui en a 11, un qui a 9 PV, mais ça reste mouvement 12, du tir, ça cogne pas mal, ça fait pas mal de choses, ça a de la mobilité, donc une bonne unité à surveiller. Vous avez celle de Nurgle qui baisse en points, 10 points, c'est pas énorme. Ensuite, celle des Skaven qui baisse de 60 points. Euh, la règle est assez forte hein, de Kritok Krupa, car je ne sais pas si pour 400 points on va aujourd'hui vouloir le jouer, mais en tout cas 60 points c'est significatif et ça fait pas mal de choses. Attention, ça apporte de la saturation. Vous avez 2 Doomflayers qui font de la mobilité, donc intéressant à ce niveau-là à surveiller. Le Prince Démon qui perd 10 points parce qu'il a perdu 10 points en STD, donc c'est normal. On aimerait même qu'il descende un peu plus. Il est intéressant de voir que le Prince Démon est intégrable dans tous les armées avec des démons, donc Nurgle, Tzeentch, Slaanesh et Khorne, et qui sont natifs. Donc vous pouvez leur donner des traits de code, des artefacts. Vos bonus s'appliquent aussi à ces unités, donc essayez d'aller chercher des combos autour de ces unités. Le profil n'est pas déconnant, hein, on parle quand même de 10 PV, save à 3, ward à 6, ward à 5 en Nurgle, qui peut bénéficier d'optimisation, donc notamment en Slaanesh. Par exemple, le plus un touche, plus un blesse, quand vous êtes en 6 attaques, Ren moins 1, dégâts 3 en crit mortel, c'est pas mal de pouvoir avoir soit le crit to hit, soit d'autres bonus à ce niveau-là, donc c'est intéressant. Ensuite, vous avez bah, le régiment de l'Hadès, là, des Mancro Herald, Crypt Flayer, tout ça, qui perd 40 points, donc aussi intéressant. Il y a un gameplay autour de ça. Bon, ça fait quand même des gros bodies, hein, on est autour de 500 points. Pareil, 600 points avec Shoran, les Morbeg Knight, les Crypt Guard. C'est vite compliqué. Là, pour les zombies, on perd 20 points. Alors attention à surveiller à la sortie du BT, parce que si le Corpse Guard et les Dead Sword Zombies là, modifient leurs règles ou leur profil, ça peut tout de suite devenir quelque chose qui devient très intéressant. Donc voilà, toujours sur les sorties des BT, sachant qu'il va bien sûr y avoir 2 nouveaux armées de renom, et du coup 2 nouveaux régiments de renom qui vont pop en même temps que le livre d'armée. Ensuite, on va rentrer dans la partie des légendes que je ne vais pas suivre, on n'en a rien à foutre. Alors maintenant, on va rentrer dans la modification du core rule, donc on va commencer avec les errata. Ça, c'est un gros point game, ça a du mal à fixer, c'est le système de réaction. Donc, la question qui se pose et qui était problématique avant, on va dire, cette clarification, c'est qu'en fait, on vous disait que si vous avez une règle qui pop, que vous faites une réaction, mais que sur cette réaction, vous décidez de la passer, et donc que le joueur fait sa règle, et que vous souhaitez faire une réaction dessus, à quel moment ça intervenait, est-ce qu'on avait le droit de le faire, comment on pouvait le faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a été le bordel. Dernièrement, on était sur une fois que vous avez passé, vous ne pouvez plus faire de réaction. Donc là, maintenant, Gros Games revient un peu dessus. C'est très simple, c'est vous faites une règle. Si vous avez la possibilité de faire une réaction, vous avez le droit de la faire ou pas. Votre adversaire, lui, peut faire une réaction à votre réaction ou à votre non-réaction. Cependant, au moment où les deux joueurs ont passé, ne font plus de réaction, donc par exemple, je fais une règle X, moi je peux contrer ma règle, cependant je ne la fais pas, mon adversaire ne fait pas de réaction au fait que je n'ai pas recontré la règle, les deux joueurs ont passé, et donc là, c'est trop tard, le premier joueur n'a pas le droit de revenir avec une règle à lui. Voilà dans l'idée. C'est des situations qui sont assez rares, cependant, qui peuvent, à niveau de jeu un peu élevé, se présenter dans certaines réactions, dans certaines situations, et donc poser, poser problème. Voilà, donc on comprend que maintenant, vous faites votre système de réaction standard, cependant, si les deux joueurs ont passé sur les réactions, on ne peut plus y revenir. Si un joueur réagit, l'autre peut réagir. C'est un peu comme si vous avez joué à Yu-Gi-Oh! Le système de chaîne. Dès que la chaîne est cassée, on ne peut plus en continuer la chaîne. Voilà.
Ensuite, nous avons une modification pareil sur l'écriture. Donc, c'était le point fort soi-disant de la V4. Les règles étaient bien écrites. On voit que ça continue avec des petites coquilles. Donc là, pareil, on joue sur les mots. On vous dit guardier d'héros. Donc, si votre unité héros infanterie ne peut pas être ciblée au tir par les attaques des unités à plus de 12 pouces d'aile, maintenant c'est changé. Ce n'est plus unité, mais c'est modèle. Donc, ce qui laisse supposer que si par exemple j'ai 10 archers qui sont à 12,1 donc d'un héros infanterie, je ne peux pas les tirer dessus. Anciennement, si j'avais 9 archers à 12,1 et un archer à 9 pouces, 11 pouces, je veux dire, vous aviez du coup l'unité qui était dans les 12 et donc pas plus de 12 et donc elle pouvait tous tirer. Maintenant, c'est modèle, donc il faut que vous regardiez modèle par modèle. Si vous avez 3 archers ou 2 archers qui sont dans les 12 pouces, vous pourrez tirer sur le héros, ce qui est visible, et les autres qui sont plus loin ne pourront pas. Voilà. C'est une clarification à ce niveau-là. Il supprime la question-réponse sur les réactions parce qu'ils l'ont clarifié au-dessus. Donc pareil, nous avons une modification sur le covering fire. Donc là, maintenant, on vous dit que c'est en phase de tir. Déclaration, vous prenez une unité alliée qui n'a pas utilisé de run ability. Donc run ability, vous regardez bien, c'est les mots-clés en bas des capacités. La course, c'est une run abilité. Le redéploiement, c'est une run abilité. Vous en avez peut-être d'autres qui proposent ceci. Donc il n'a pas utilisé une run abilité ce tour-ci, et qui n'est pas en combat, donc vous ne pouvez pas utiliser shooting combat, covering fire, même si vous avez shooting combat, parce qu'on vous demande une unité qui n'a pas shooting combat. Vous utilisez cette capacité, cette ability. Ensuite, nous prenons pick the closest enemy, donc l'unité le plus proche, entre parenthèses, de cette unité, donc de l'unité qui utilise covering fire, donc c'est l'unité la plus proche sur laquelle vous pouvez cibler, qui peut être choisie, parce que bien sûr, si elle est dans une forêt, vous ne pouvez pas la choisir, donc on choisit l'unité éligible la plus proche. Donc vous n'avez pas le droit de prendre de manifestation ou de feature terrain, donc on clarifie. Vous faites votre shooting attack pour cette unité contre l'unité ennemie et vous devez soustraire 1 à vos jets de touche pour cette attaque. Donc la seule chose que vous faites finalement, c'est une shooting attack sur l'unité éligible la plus proche. J'imagine que la manière dont c'est écrit, c'est pour clarifier le séquencement et aussi vous faire comprendre que vous pouvez faire juste une shooting attack. D'accord? Il n'y a pas de... on ne peut pas utiliser de règles secondaires, tertiaires qui peuvent s'appliquer dessus. Vous avez juste le droit de faire votre shooting attack. Ensuite, nous avons une correction sur le mot-clé obscuring. Donc, on vous dit une unité ne peut pas être choisie par une shooting, une attaque de tir faite par une unité ennemie qui n'est pas en combat range. Si cette dernière est wholly within, donc c'est entièrement dans un élément de terrain, ou behind, donc derrière un élément de terrain, qui a le mot-clé obscuring, à part si vous avez le mot-clé vol. Donc on comprend que quand on est à plus de 3 pouces de l'unité ennemie et qu'on est entièrement dans un décor qui a le mot-clé obscuring ou derrière ce décor, on ne peut pas être choisi. Ensuite, on a une question concernant le power level, entre guillemets. On vous dit si un sorcier est de niveau 2 ou plus et qui fait un miscast, est-ce que ce dernier peut utiliser d'autres capacités comme le banish par exemple? On vous dit oui, que le miscast prévient seulement l'usage du lancement de sort. Donc si vous faites un miscast, vous pouvez quand même banish des endless spells sur la table. Ensuite, on a une autre question qui vous dit que si une manifestation est en plusieurs parties, si une de ces parties est en combat et pas l'autre, est-ce que l'unité qui est en combat qui l'est pas, on vous dit que le endless spell est une unité entière, même si en plusieurs parties, du coup, quand il y a un truc qui est en combat, le tout est en combat. Voilà. Et on a une autre question concernant l'usage du War Master en Slaneige, parce que Sigvald peut être intégré en tant qu'unité piétonne dans une unité comment ça s'appelle, d'un héros. Cependant, vu qu'il est War Master, c'est un peu étrange d'avoir un War Master qui est sous un mec, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on vous dit que c'est possible. Rien de très très concluant à ce niveau. Ensuite, on a une petite modification encore du Price Beast. Bon, c'est assez subtil. Grosso merdo, on vous dit toujours, vous prenez une unité non unique monstre qui fait partie du régiment mais qui ne le dirige pas.
pour être le Price Beast. Quand vous êtes Price Beast, vous ignorez les effets de Battle Damage, donc le dégressif sur le nombre d'attaques et des fois sur l'OC. Et vous avez plus un touche, et ces bonus de plus un touche affectent les armes compagnons. Voilà. Vous ne pouvez pas vous en servir sur une unité de monstre qui a été renforcée. Ça, c'était sur le patch d'avant. Ensuite, on a une petite question concernant le Priority Target. Donc, c'est l'Honored Guard qui vous donne plus un touche, plus un bless contre le Seigneur de Guerre en face et la garde d'honneur d'en face, il y en a une. Et donc, la question se pose, est-ce que pour pouvoir être affecté, il faut être dans les within, donc dans les 12 pouces de l'unité ennemie? La question, c'est est-ce que tous les modèles doivent l'être ou juste le fait d'être within suffit? Et là, on vous répond que The Attacking Unit, donc vous, deux, avez besoin d'être within 12. Donc, c'est l'unité. The Attacking Unit et pas The Attacking Model. Donc, imaginons que vous avez une unité de long strike qui prend plus un touche, plus un bless, qui tombe du ciel à 11,9. Et ben le premier mec qui est devant, qui a le peloton, donne le plus un touche, plus un bless à tous les mecs qui sont derrière. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans les Faction Packs, donc les modifications structurantes sur les Battle Tomes et sur les index. On va commencer donc par la Battle Formation des Flèches courtes qui se voit subir un nerf. Maintenant, quand vous allez faire la Battle Formation, donc c'est Manor Lord, je crois, un truc comme ça, qui vous dit que quand vous réanimez à la vie un modèle, vous en rajoutez un. Maintenant, on vous dit que chaque fois que vous allez remonter à minimum un modèle slain, sur une unité de serre, vous remontez un modèle en plus. Si jamais cette unité, c'est une unité de Knight, ça sera sur un 4+, que vous pourrez rajouter un modèle additionnel. Donc, vous comprenez qu'un modèle serre, vous remontez par exemple 2 modèles, vous pouvez en rajouter 2 de plus. Et si jamais vous remontez 2 modèles sur une unité de Knight, je ne sais pas comment vous faites, il faut lancer un 4+, et sur un 4+, vous pourrez rajouter 2 supplémentaires. Vous comprenez l'idée? C'est un gros nerf, ce qui est assez structurant parce que c'est beaucoup plus difficile de remonter des Knights. On a vu que les Morbek ont pris en point, Ushoran a pris en point, donc nous avons un deuxième nerf direct sur l'armée Fechter. Ensuite, nous avons une modification sur le Battle Trait des Edenites of Slanesh. Pour vous faire simple, en gros, ça fixe tout simplement une question que moi j'ai déjà vécue en tournoi, qui était quand vous donnez vos dés de dépravation à votre adversaire pour pouvoir modifier un jet de touche, pas de touche, je veux dire de bless, de save, de ward ou de run ou de charge, qu'est-ce qui se passe quand je dois faire une charge à 3d6? Anciennement, c'était pas possible de faire des charges à 3d6 parce que la règle ne vous permettait pas. Maintenant, c'est modifié. On vous dit que vous avez le droit d'utiliser 2d6 maximum pour pouvoir faire une charge. Donc, vous fiabilisez une charge à 12, entre guillemets. Cependant, si jamais vous devez charger à 3d6, vous n'avez pas le droit d'utiliser 3d6. Vous en utilisez 2d6 et le dernier, vous le roulez normalement. Voilà. Principalement, il n'y a que ça qui est fixe. Et on vous dit que les jets des dés de Slanesh sont considérés comme des dés non modifiés et qui ne peuvent pas être relancés ni remplacés. Nous avons une modification sur la sentence, donc c'est sur l'écriture en anglais de la règle pour les Gossamer Pager qui vous dit qu'une fois qu'ils ont shoot, ils ont le droit de bouger, donc ils bougent de D6 et ils ne peuvent pas finir ce mouvement en combat. Alors ensuite, on a une petite question un peu étrange sur le fait qu'on utilise la capacité d'excès en Slanesh. C'est très simple, on vous dit que quand elle tue n'importe quel type de modèle, vous gagnez un token et vous pouvez vous soigner D3, quel soit le nombre de modèles que vous avez tués, et que ça, vous pouvez le faire à n'importe quelle phase violette. Rien de très compliqué de ce côté-là. Ensuite, on va avoir une modification donc de la chambre Vanguard chez les Stormcast. Donc maintenant, vous pouvez utiliser leur capacité qui est la même qu'avant, run charge, tir, shoot, retraite, blablabla, vous faites tout ce que vous voulez. Cependant, c'est One Spartan Army, Your Hero Phase, donc vous devez choisir une unité qui pourra le faire pendant ce tour-ci, et simplement une seule unité. Donc c'est un gros nerf pour la chambre Vanguard. Cependant, comme je l'ai expliqué un peu plus haut, c'est rare que vous jouez mono chambre du vent. On avait vu des constructions avec 2, 3, voire 4 unités du vent, avec 2 unités de Chocobo avec Javelin et des long strikes par exemple. Et donc aujourd'hui, vous pourrez continuer à faire ces choses-là, cependant une seule unité pourra retreat, shoot et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça va vous demander de bien séquencer votre tour de jeu. Mais voilà, au moins vous savez que vous pouvez le faire de manière naturelle, mais seulement une seule unité.
Ensuite, nous avons un errata sur le Battle Tome des Gloom. Donc, le premier chose qui change, c'est que nous avons la règle Badding Wand qui est modifiée pour devenir un passif qui vous dit qu'à chaque fois qu'une unité de Moon Clan unit est entièrement à 12 de cette unité et qui utilise un redeploy comment, pas de common point est dépensé. Cependant, c'est pas parce que vous ne payez pas que l'ordre n'est pas donné. Donc, vous ne pourrez pas l'utiliser plusieurs fois, c'est juste qu'elle est gratuite. Vous avez aussi une modification sur le Snarl Boss on War Wheel qui vous dit de supprimer le mot-clé non-héros de la première phrase. Et bien sûr, une modification pour les jets de touche des loups qui sont pas en 3+, mais bien en 4+, hein, mais ça on s'en doutait. Ensuite, nous avons une modification sur la règle Dacking, où on vous dit que sur... Alors, faut le déclare, donc quand vous le choisissez, vous ne pouvez pas utiliser cette habilité et celle du Bad Moon Moon Shrine, donc celle du décor en même temps. Cependant, si cette unité est à 12 pouces de Bad Moon Moon Shrine, vous pouvez choisir une unité qui est non renforcée, non héros, non monster et qui a été détruite. Donc c'est pour éviter de vous retrouver à cycler cette règle-là de manière un peu excessive. Et on vous dit que Moon Shuv Shiv, les unités peuvent être affectées par cette habilité plusieurs fois et elles sont cumulatives. Et vous avez un nerf, entre guillemets, un rééquilibrage sur la règle d'Alun King Command et de Right Git in the Right Place qui vous disent que ces règles-là passent de Wheezy, donc c'était à 18, à entièrement à 18. Donc ça change quand même pas mal de choses sur les bulles. Et pareil, ça c'est sur la Spearhead, donc on s'en fout un peu, mais ça passe une fois par battle. Ensuite, nous allons passer sur le Battle Tome des Zoruk Warclan. Donc là, nous avons une modification sur le totem, le décor de faction, mais que des Cruel Boy. Ils ont simplifié la règle. Maintenant, on vous dit que vous avez plus un à vos jets de Dirty Tricks pour les unités amis Cruel Boy quand vous êtes entièrement à 12 du terrain. Et s'il y a un héros dedans qui passe en Shooting Boss, du coup, vous avez plus un à vos jets de Dirty Tricks pour les unités Cruel Boy entièrement à 18. Anciennement, vous demandez de choisir une unité entièrement à 12 qui gagnait le buff. S'il y avait un héros dedans, c'était entièrement à 18. Mais vous pouvez choisir aussi une unité ennemie. Bon, c'était très compliqué. Donc là, en gros, c'est vous avez plus 1 sur vos réussites de Dirty Tricks sur les unités qui sont entièrement à 12 ou à 18 de ce dernier. C'est plus facile à jouer, plus facile à comprendre et plus facile à suivre. Ça, vous changez aussi l'OC, donc le control score des Trogoth mini brut à 5 normal, il fallait que ça soit logique avec sa capacité de monstre. Ensuite, nous avons une modification sur le Battle Trade des New Hall Scaven qui sont devenus comme un peu les arbres sylvanés, beaucoup plus faciles à poser. Maintenant, c'est à plus de 9 pouces des unités ennemies, plus de 3 pouces des objectifs, normal pour pas rentrer sur les objectifs, et à plus de 1 pouce des autres features de terrain. Avant, c'était 3, donc ça pouvait être compliqué à mettre en place. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et vous avez un nerf sur les Stormfiend qui vous dit que maintenant la capacité de sortir de frappe en profondeur est once per turn army, donc vous ne pouvez plus jouer du full spam de Stormfiend qui sortent tous en même temps. Vous pouvez en jouer plusieurs, cependant certaines devront être sur table et d'autres pourront arriver les unes après les autres et pas toutes en même temps. Ensuite, Battle Tome Slave to Darkness, donc c'est ce que je vous disais en préambule. La marque de Slanesh change, maintenant c'est vous chargez à 3d6 mais vous conservez que les deux meilleurs. Donc votre projection reste une projection standard à 12 pouces. Est-ce qu'on va voir la marque de Slanesh aujourd'hui? Je ne sais pas, parce qu'en fait, vu que vous avez le sort, donc vous avez tenté le sort, je suppose, mettre la marque de corne qui est plus forte, plus efficace. La bannière de Slanesh qui vous donnait plus une attaque quand vous chargez, donc là vous fiabilisez votre jet de charge, mais vous n'allez pas plus loin. Donc on va voir ce que les joueurs STD vont faire. Personnellement, je trouve que la bannière qui vous dit pas d'ordre de commandement est beaucoup meilleure actuellement. Donc, on va voir ce que les gens vont faire avec les bannières et pourquoi pas donner une charge de marque de Slanesh ou le sort, cependant, par-dessus. On verra quel est l'ordre de lancement, mais je pense que les listes STD vont être changées à ce niveau-là à cause de ces règles structurantes et des coups en point, bien sûr. Et où nous avons une modification sur la slaughter brute. Donc, je suis très content de ça. Cependant, Games a encore raté son coche. Pourquoi? Parce que la slaughter brute et la mutalis sont mots-clés démons. Tous les démons du jeu ont une putain de ward assist. Pourquoi ces deux-là n'en ont pas? C'est très frustrant. Maintenant, qu'est-ce que vous dit la nouvelle règle de la slaughter brute? C'est très simple, c'est quand vous êtes, vous devez choisir en début de bataille donc un maître pour la slaughter brute. Quand vous êtes à 3 pouces, donc en combat de rage de cette dernière, elle charge à 3d6.
C'était un passif. J'imagine que ça va rester comme ça, celui-là c'est pas précisé là-dessus. Donc vous pouviez faire contre-charge à 3d6, on va voir si ça reste ou pas. Et maintenant, vous gagnez une autre règle qui est très intéressante, qui vous dit que quand vous êtes à 3 pouces de votre maître, vous perdez la règle compagnon sur vos armes. Donc c'est super bien. Pourquoi? Parce que la sauteur brute était marquée de corne et ne bénéficiait donc jamais de la marque de corne qui est une plus une attaque. Donc là, maintenant, quand vous êtes à 3 pouces de votre maître, le slaughter brut commence à cogner parce que les 2 attaques de mâchoire, ça passe à 3, les 8 attaques de pied passent à 9, et du coup, elle perd la règle compagnon. Donc vous allez pouvoir potentiellement la faire interagir avec d'autres règles de l'armée ou d'autres règles, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'êtes plus limité à ça. Donc est-ce qu'on va la revoir sur table? À 220 points, malheureusement, je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, si ça baisse en coût en points, c'est très intéressant comme règle. Ensuite, on a une modification du Battle Tome des Stormcast. Qu'est-ce que nous avons? Tout simplement la même chose qu'on a vu tout à l'heure, qui était pour, comment ça s'appelle? La Vanguard Chamber. Donc vous voyez que les Long Strike, Crossbow, les Hurricanes, les Star Strike Javelin, les Shock Handle, les Vanguard Hunter, Nive et le Lord Killer, donc toute la chambre Vanguard, leur capacité c'est One Spartan Army Hero Phase. Vous pouvez faire leur capacité. Et nous avons le mot-clé, donc Ruination Chamber, qui avait été ajouté à Ionus, et maintenant il a aussi la règle. Donc vous allez pouvoir avec Ionus ignorer sur un 4+, des règles non-corps, donc très très intéressant parce que ce personnage devient de plus en plus boîte à outils, car il gagne de plus en plus de règles, de buffs, de choses comme ça. Donc vraiment, vraiment intéressant pour Ionus, donc c'est top. Et vous avez une modification sur l'armée de renom des Ruination Brotherhood qui vous dit que le mot-clé War Master peut être donné sous condition s'il est inclus. Blablabla. C'est la facilitation de construction de liste. En tout cas, allez regarder les Ruination Brotherhood et les Heroes of First Fist, il y a des choses à faire. Voilà, nous avons vu l'entièreté du patch note. Personnellement, je suis déçu par rapport au travail qui a été effectué par rapport à 40K. Je m'attendais à une modification beaucoup plus impactante sur la structure du jeu. Pourquoi? Parce que le prochain manuel du général va du coup nous changer complètement le dispositif des scénarios. Nous sommes sur des scénarios à 6 objectifs. Nous allons avoir un jeu qui va être plus proche a priori du fer de lance, c'est-à-dire avec des packs de cartes sur lesquels vous avez des objectifs qui sont vos tactiques de bataille que vous allez choisir du coup a priori au début de la partie. Je vous dis une bêtise, vous avez 12 cartes et vous allez en prendre 6. Et ces cartes-là, ou 8, j'en sais rien, et en gros, un peu comme dans Fer de Lance, vous allez pouvoir vous en servir pour faire des objectifs sur le champ de bataille et ou les défausser pour pouvoir bénéficier d'un bonus pendant tout un battle round, comme à Fer de Lance. Ce qui est tactiquement et stratégiquement très intéressant si vous les avez en main et si vous ne les tirez pas de manière aléatoire. Si c'est de manière aléatoire, ça risque d'être un peu compliqué. À voir. En tout cas, cette modification structurelle dans le jeu va apporter beaucoup de complexité et du coup, je mets en doute le fait d'avoir une deuxième couche de règles qui vont venir impacter les armées. Donc j'aurais aimé avoir aujourd'hui les armées qui soient impactées aujourd'hui pour que les gens apprennent à jouer avec, entre guillemets, des règles simplifiées, boostées de leur armée, pour pouvoir, quand ils arrivent sur le manuel général, se concentrer que sur ça. Est-ce qu'on aura 2 modifications à ce niveau-là sur la sortie du manuel général? Je ne suis pas sûr. Et donc, partez du principe que là, vous allez jouer vos armées en état jusqu'à au moins décembre, à moins que votre Battle Tome sorte, bien sûr. Donc voilà, si vous n'êtes pas sur la roadmap, entre guillemets, vos armées vont pas beaucoup, beaucoup changer. Donc voilà, certaines armées risquent un peu de pleurer à ce niveau-là. On croise les doigts en tout cas pour que le manuel général sorte le plus rapidement et que ce dernier soit d'une qualité largement supérieure à ce qu'on a pu avoir dans la rédaction et dans le plaisir de jeu. AOS est censé être un jeu de stratégie et je pense qu'on peut aller plus loin dans l'interaction entre les joueurs et entre le terrain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à like, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!